Tiers livre, atelier d'écriture, cycle été 2020 qu'on a appelé Outils du roman. Figurez-vous que je sais même plus le numéro que c'est. Enfin si, vaguement. J'avais fait deux choses qui s'appelaient approche 1, 2. J'avais fait deux choses qui s'appelaient ouverture 1, 2. Là je voulais deux choses qui s'appellent gamme 1 et c'est la 2, donc la 6. Ça va les mathématiques? Après, on part à l'aventure. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et là, ça fait 3 jours que je me dis, mais comment tu vas t'y prendre? C'est glissant, c'est glissant, c'est glissant. Donc, on ouvre maintenant cette deuxième phase de l'atelier où on est laboratoire ensemble. Alors, c'est quoi mon problème? C'est toujours ce qu'on est en train de tourner autour, danser dans le mot roman, à côté du mot roman, en prenant de l'écart par rapport au mot roman, et ce que le roman suppose, non pas de mime du réel, fabriquer un truc qui ressemble à du réel, puis se dire allez je vais aller voir un petit peu dans ce réel-là, c'est pas ça qui fait le biceps de la littérature. C'est sur cette idée-là que je tourne, on refabrique hors du réel, avec des éléments de réel, c'est-à-dire que les éléments du roman sont jamais simplement des lettres, des sonorités, des signes, mais emportent avec eux un petit peu de ce qu'ils désignent. On fabrique quelque chose qui mentalement nous aide à constituer une expérience qui ressemble à celle du réel. Et parce qu'on aura vécu cette expérience à côté du réel, mais là encore, toutes les expériences de frontières, d'intersection, d'interopération sont possibles, eh bien, je mets en jeu, le mot jeu est important, ce qui est ma relation complexe au réel, d'avoir besoin de prendre écart pour me définir moi dans mon expérience. Ça, c'est toujours l'espèce de prologue un peu général. Et donc nous, on travaille avec quoi? Avec des phrases, sujet, verbe, complément, on s'amuse comme on veut, mais vient tout de suite la question du nom. Ceci est un livre. Ceci est... ça devient tout de suite compliqué. Hein. Ceci est une table. Bon, le mot livre, le mot table, mais ceci correspond au livre ou à la table. Mais s'il s'agit de justement cette matière de l'expérience humaine, eh bien, on installe dans le récit des instances qui sont justement l'expérience humaine là où elle agit. Et c'est là où, c'est dans ces espèces de constructions anthropomorphes, surgit la question du nom. On ne va pas tout foutre en l'air, on ne va pas tout renverser, c'est juste que dans cette utilisation qui peut être simple, on va essayer de mettre les questions qu'il y a autour. Et si, dans cet usage qui peut rester simple, les questions deviennent plus lourdes, plus complexes, le moment où on les oublie pour agir avec liberté, donner un nom, une action, définir cette action, eh bien, tout simplement, on sera mieux armé. Est-ce qu'on peut être naïf sur la question? Est-ce qu'il suffit de dire vous voyez, j'arrive pas à le dire. Alors on peut prendre des exemples. Là, j'ai pris un super beau livre, Songes de Mève Lido, Antoine Volodine. Mais Antoine Volodine, c'est compliqué aussi, parce que c'est pas son nom. On est dans la question du nom. Comment il ouvre? 1. Mève Lido leva la brique une deuxième fois, et Berbérolan, qui détestait qu'un inférieur lui cogne sur la tête, se hâta de reprendre son autocritique. Oui, admit-il, des peccadilles, jusqu'ici je n'ai reconnu que... C'est lancé. Un nom, Mève Lido, un verbe, leva, l'action, leva la brique une deuxième fois, et deuxième personnage, un nom, Berbérolan, qui détestait. Donc c'est la situation. Un type est là quand cogne un autre avec une brique. Déjà ça définit les noms aussi, ces sonorités bizarres. C'est pas dans la boulangerie d'à côté qu'on est en train de se fiche la gueule à coups de parpaing. Donc vous voyez, la moindre chose aide à définir ce contexte. Et Berbérolan, c'est lui sur qui qu'on est en train de torturer, quoi ça fait appel en vous à des polars, à des récits de faits divers, à des films de police ou d'espionnage. Et la moindre chose
Mais est-ce que c'est Berbé-Roland qui le contient, ou Mevlido qui le contient, ou simplement la phrase « Le va s'abrique une deuxième fois et Berbé-Roland ». C'est, j'allais dire un écosystème, j'ai trop tendance à utiliser ça. Mais c'est comment cet ensemble, comment les deux noms, Mevlido, Berbé-Roland, à la fois portent en eux-mêmes déjà un contexte de signification au pluriel et en même temps trouvent leur propre signification dans leur relation au livre par la phrase qui les assemble. Donc cette complexité, elle est là. Alors, c'est pas pour... Alors comment nous, on peut inventer de faire un exercice qui soit uniquement sur cette question? Ce sont les noms, trouvons-les. Trouvons les noms. Alors, il y a plein de solutions. Un des participants à l'atelier, d'ailleurs, a anticipé, sachant que j'étais en train de cogiter là-dessus. Et eh bien, tu ouvres Wikipédia ou tu ouvres Google, et dans Google, on a une petite fonction « Ouvrir un article au hasard » ou dans Wikipédia « Ouvrir une page au hasard ». Eh bien, vous l'ouvrez au hasard, et c'est comme quand autrefois, on pouvait ouvrir un dictionnaire de noms propres et tomber sur un nom propre. Alors, sur quoi on tombe? Justement, par exemple, on tombe sur des noms de lieux. Est-ce que les noms de lieux font forcément des noms de personnes? Est-ce que quand vous tombez sur un personnage qui porte un nom de lieu, mais que vous connaissez le lieu? Ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps dans un livre de quelqu'un que j'estime. Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois la réalité de ce lieu, alors que lui s'est saisi de la consonance, parce que justement, c'est un lieu qui lui était totalement indifférent. Donc il y a effectivement dans les patronymes en France énormément de patronymes dont l'étymologie est liée à des lieux, comme d'autres sont liés à des métiers ou sont liés à des francisations d'origine linguistique qui portent encore en elles-mêmes le chemin dont elles sont issues. Ma maman s'appelait Biro. Bon, on peut imaginer que l'étymologie haut-allemande de Bär, mais ça vient d'où? Ça vient des Gauses et des Visigoths. Je suis vraiment Gauze et Visigoths à l'intérieur de moi. Donc, c'est juste pour déblayer le terrain. Alors, je me suis dit, comment ils s'y prennent les autres? C'est-à-dire, la question, il ne s'agit pas qu'on fasse du simulacre de roman. Et on peut très vite être happé par du simulacre de roman. C'est-à-dire que sous l'apparence de banalité, un prénom, une action, un contexte, un autre prénom tiré à la ligne, réponse et dit-il, ce que détermine l'usage trop simple de ces fonctions qu'on reconnaît, parce qu'on les reconnaît dès qu'on ouvre un truc de nouvelle, dès qu'on ouvre une fiction de magazine, dès qu'on est sur des tables de librairie et qu'on regarde. C'est 80% des usages, mais c'est 80% des usages qui s'évaporent, qui se dissolvent à mesure du temps. Alors comment on peut échapper à ça? Donc il ne s'agit pas de vous mettre en cause pour celles et ceux qui utilisent ces schémas de nommer un personnage pour construire une situation. Il s'agit de développer ce que mentalement on met en œuvre dans ce geste très simple de nommer. Et là, ça vaut le coup d'aller y voir d'un petit peu près. Alors, effectivement, il y a cette idée. Vous voulez un nom qui fasse écarde avec vous? Prenez Wikipédia, ouvrez un article au hasard et prenez ça. Mais il y a quand même eu le geste, c'est-à-dire dire il me faut un nom qui me vienne d'un écart et d'un arbitraire, un nom qui me soit opaque. Donc déjà, là encore, même dans la proposition très simple et un petit peu provoque de Sébastien, pour ne pas le nommer, il y a déjà un processus complexe qui se met en œuvre. Alors tout simplement, j'ai pioché dans les livres qui m'entourent, mais je n'ai pas envie de commencer avec des mauvais livres. J'ai pris quelque chose, Giorgio Manganelli, ça s'appelle Ceinturier. Vous voyez, c'est 100 romans d'une page. Donc le livre, c'est 100 propositions de romans, qu'ils soient à continuer ou qu'ils soient finalement, qu'ils soient eux-mêmes
autosuffisant. Par exemple, c'est le cas de la toute dernière sur un écrivain qui parle d'un écrivain qui parle d'un écrivain. C'est des propositions qui sont là closes, mais je ne savais même plus. Est-ce qu'il y a des noms et des prénoms de personnages? Non, il y en a zéro. Lui, il dit l'homme, un homme, l'homme, l'homme, l'homme. Très souvent, ça commence par l'homme. Ou rapide du nombre court, le long des barbelés. Et en fait, il n'y a jamais un nom. Or, cette réflexion sur l'idée du roman, l'idée du récit, sur l'amorce du récit, qu'est-ce qu'on voit dans la constitution du récit, ce Century de Giorgio Manganelli, c'est quelque chose qui pour nous fait partie des ateliers majeurs du dernier siècle. J'ai pris 2 livres qui pour moi sont importants aussi, les 2 premiers livres de Leslie Kaplan. L'Excel-Usine, le livre des ciels. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de personnages insérés dans un contexte. Le contexte des usines dans l'Excel-Usine, de différentes usines qu'elle parcourt dans cette période post-68. Et puis, le livre des ciels, tout le contraire. Les stations de bus, les chambres, les hôtels, c'est-à-dire tout le hors-usine, mais avec le même genre de personnes. Et qu'est-ce que ça donne chez Leslie? La petite bossue est à sa place près du radiateur. Elle est très petite et très jeune, on la voit de dos. Quand elle est debout, une de ses épaules arrive juste à la table. La table est bien nette, rectangulaire et blanche. Au-dessus, il y a la fenêtre avec son rebord obscène. La fille est à la table, on voit ses épaules et son petit dos massif. Elle fait ses pièces très vite, avec des gestes anguleux. La verrière laisse entrer la lumière et le soleil. Paillettes, il fait chaud. On est imbibé, nulle part, flottant au bout de la chaîne. C'est paradoxalement l'absence de nom qui fait qu'on entre dans cette proximité du personnage et que tout devient si net, si définitif, si humain. J'ai pris un livre qui est tout le contraire. Valère Novarina, Le drame de la vie. Je l'ai pris parce que l'idée de Valère, c'est, je crois que dans la Bible, il y a 2000 et quelques personnages, 2400 et quelques. Eh bien, il prend, c'est genre tout le début, le théâtre est vide, entre Adam. D'où vient qu'on parle là? Que la viande s'exprime, il sort, entre l'homme de Pont-à-Lambin, l'homme de Lambie, Jean Membré, Sapolin, l'homme de Sapolimas, Bandru, l'homme de Postacre, Bombert, formulateur André, Jean Trouverbier, docteur légiste, l'enfant capitaine, l'homme de bombe. Et il y a effectivement dans ce livre autant de personnages, chacun portant nom, qu'il y a de personnages dans la Bible. Et là, je vous en mets une petite fiche. Ness, Vecteur Cabré, Jean du Raffut, Galut, Linan, le chasseur Straglon, le danseur Anaton, le lanceur Semnic, l'homme des langues, Hermaglodon, l'enfant parlé, l'herbétaire charlé, le docteur de viande, Auger, Molab, Garcin, le cyclandron, l'ouvrier du monde, l'index, l'homme des lambeaux, le jongleur splendide, Trône Caputin, l'homme de machine. Alors, évidemment, Valère nomme les personnages par des fonctions, mais ces fonctions sont souvent aussi travaillant dans le patronyme ou par le patronyme qui leur est associé. Et c'est cette relation entre les deux qui est bonne à décrypter. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un patronyme porte de ce qui, dans le contexte social, à la fois l'exprime, à la fois le positionne ou Corsénaton, l'acteur d'Aton. Alors, Novarina, vous voyez qu'on a une machine qui est totalement aux antipodes de celle de Leslie Kaplan. Mais la question du nom, elle est bien, justement, dans cet écart. On peut travailler de tous les côtés autour. Je m'en souvenais pas bien, alors j'ai pris un des livres, c'est évidemment dans les textes du vieux Beckett, compagnie, mal vu, mal dit. Il n'y a plus de nom, c'est simplement une instance d'écriture, comme dans Imaginer, Bing, Tête morte, tout ça, comment dit, Le dépeupleur, tous ces textes qui sont pour moi les plus obsédants, les plus proches Mais si vous prenez Mercier et Camillet, dans les premiers Beckett, évidemment, c'est l'articulation, comme Bouvard et Pécuchet, Mercier, Camillet, qui engendre la grande machine. Alors j'ai pris Malone meurt, qui est un des plus étranges de Beckett, qui suit juste à la transition entre ces premières choses, l'innommable et tout ça, Mercier, Camillet, et puis ce qui va suivre.
Donc au début, il s'y prend comment avec les noms, Samuel Beckett? Je serai quand même bientôt tout à fait mort, enfin, peut-être le mois prochain. Celui qui parle n'a pas besoin de nom, puisque de toute façon, déjà, il parle. Par contre, dès que vous arriverez aux déterminations extérieures de ce personnage qui dit sa mort, bien, là, il faudra bien utiliser des noms. On utilisera très peu, ce sera une économie. C'est précisément parce que vous serez dans une économie de noms, avec deux grandes familles, que vous allez devoir les creuser, les pousser à bout, et que le nom va être rongé par l'intérieur de ce qu'il contient. Ça doit être assez vite au début. Pendant ce temps, je serai tranquille, telle semble être ma situation. Donc on est à une dizaine de pages de ce premier monologue. Ensuite, il y a un blanc de 2 lignes, un blanc graphique, pas simplement un saut de ligne. L'homme s'appelle Saposka. Alors là, c'est comme avec Mevlido chez Volodine. Pourquoi et comment un nom vous attrape? Pourquoi un nom crée en vous ce sentiment de quoi? D'un caillou qu'on tient dans la main. Sinon, si vous pouviez l'écrabouiller ou qu'il était fluide et glissait, ça ne marcherait pas. Alors comment ils nous arrivent, ces noms? Quelquefois, ils arrivent en rêve. Moi, j'ai cueilli des noms en rêve. J'ai cueilli aussi des noms dans Saint-Simon. Chez Saint-Simon, il y a 8000 pages. Non, il y a 3000 pages sur 8 Pléiades, je ne sais plus. En tout cas, c'est énorme le nombre de personnages chez Saint-Simon. Là encore, on passe les 2000. Mais de temps en temps, vous avez des noms. Et ces quelques noms, Jean Barbin. Et vous ne savez pas pourquoi Jean Barbin vous reste collé, alors que dans Saint-Simon, il passe totalement invisible. Deux types qui ont une audience de Louis XIV venant de chez quelle province, et puis l'un était Jean Barbin, l'autre, et c'est tout. C'est le mystère. Donc c'est comment être sûr que quand le nom entre dans votre texte, qu'il soit porteur de mystère. Et c'est là où je pense que ça commence réellement à devenir l'exercice que nous, on va faire. Alors chez Beckett, l'homme s'appelle Saposka. Donc c'est pas neutre non plus. C'est-à-dire c'est pas Saposka pousse la porte et entre. C'est je décide qu'il s'appelle Saposka. L'homme s'appelle Saposka, ça veut dire qu'il s'appelle réellement Saposka et c'est pas moi qui dis je nomme cet homme Saposka. Donc vous voyez aussi ça, c'est une question. C'est-à-dire comment le surgissement du nom se fait en prouvant que ça n'appartient pas seulement à une combinaison de signes que vous aurez décidé par hasard. Comme son père, point. C'est à la fois logique que le gars porte le nom de son père, mais on ne sait rien de Saposka et on ne sait rien de son père. Donc, comme son père ne nous dit rien de plus. Simplement, par contre, dans le récit, l'homme s'appelle Saposka, point, comme son père. Ça vous donne la possibilité de faire entrer le père de Saposka, et on a déjà créé un autre champ narratif, juste avec cette petite remarque, qui a priori est totalement redondante. Chacun de nous a un père qui a pu s'appeler comme lui, ou pas, etc. Petit nom, point d'interrogation. Est-ce qu'il a un surnom, un prénom, Saposka? Je ne sais pas. L'absence du prénom devient ce qui marque le nom Saposka. Il n'en aura pas besoin. Pourquoi il n'en aura pas besoin? Pourquoi le futur? Parce que dans l'usage que je veux en faire dans mon livre, il n'aura pas besoin de prénom Saposka. Ses familiers l'appellent Sapo. Sapo, Saposka, donc le petit nom qui était le prénom a quand même un usage oral que dans le livre on utilisera en tant que Sapo. Lesquels, je ne sais pas. Quelques mots sur sa jeunesse, il le faut. C'était un garçon précoce, etc. D'ailleurs, même Beckett, à ce moment-là, quel ennui, et il arrête de raconter. Un peu plus loin, il y a une famille qui s'appelle les Louis, si je ne me trompe pas. Mais le personnage, comment il se décrit, lui? Mon corps ne se décide pas encore. C'est-à-dire que le personnage, à lui-même, est une extériorité. Que le corps du personnage est sujet dans l'histoire. C'est-à-dire que l'enjeu de travailler sur les noms des personnages, c'est qu'on va pouvoir ouvrir à une énonciation qui est plus large que le sujet. Et là, on a une question de fond, mais vraiment aussi une question de fond. Est-ce que j'arrive au Louis? Voilà. Pourtant, j'ai envie de rien. Point. Ça finit.
blanc. Et on ouvre d'un coup. Les Louis, point. Les Louis, deux mots, une phrase, pas de verbe. Mais Louis a un pluriel, c'est normal, il y a un S à la fin du mot. Les Louis, l'assonance du L. Les Louis, point. Les Louis avaient du mal à vivre, je veux dire à joindre les deux bouts, point. Pourquoi les Louis? Tu prends l'article, tu descends dans l'article. Il y avait l'homme, virgule, la femme et deux enfants, un garçon et une fille. Voilà au moins qui n'admet pas de controverse. Vous voyez cette phrase où le Beckett s'amuse. Voilà qui n'admet pas de controverse. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Les Louis, le père, la mère, deux enfants, un garçon, une fille. Et avec ça, on fait un livre. Mais vous voyez comment l'économie de ça est porteuse. Alors, il faut qu'on arrive, nous, à notre consigne. Bon, un grand exemple, évidemment, c'est Flaubert qui écrit sa Tentation de Saint-Antoine, après 2 ans, après la mort de sa sœur, la lecture qu'il en fait à ses amis, Bouillet, Ducamp, puis au bout de 10 heures de lecture, on dit non, c'est un bouquin raté, et puis Maxime Ducamp, et il y a ce moment où descendant ou remontant le Nil vers Luxor, il y a ce Flaubert qui se tait depuis 1 heure, qui s'exclame « Elle s'appellera Emma Bovary ». Et ce qui est fascinant, c'est que quand on commence Bovary, Emma n'est que la 3e Madame Bovary. Il y a Madame Bovary, mère de Charles, Madame Bovary, première épouse de Charles, qui devient vite veuf, et puis ensuite, cette Emma qu'il rencontre dans la ferme où son père, Rouault, je crois, est en train de mourir, et que Emma devient la 3e Emma Bovary. Donc là encore, la possibilité d'utiliser le nom et que le nom devienne le livre s'appelle Madame Bovary, est désamorcée par cet incroyable début où, où 2 personnages vont venir à l'intérieur du nom-titre, Madame Bovary, et ne feront pas le job. Par contre, comment vient le mot Bovary? Vous savez, cette scène où l'enfant entre en classe, où il doit être debout, cette incroyable casquette, et l'instituteur lui demande son nom et qu'il bredouille. Et ce qu'il bredouille, c'est Char Bovary. Char Bovary en un seul mot. C'est-à-dire que le nom-titre du livre est d'abord un bredouillis que personne n'arrive à entendre et qui devient, du coup, qui ridiculise le nouvel élève par rapport aux autres. Et c'est cette complexité dans laquelle je voudrais qu'on entre. Alors j'ai sorti un autre livre qui en son temps avait eu, je ne sais plus quel prix, mais en tout cas l'auteur depuis, Emmanuel Pirer, continue de tracer sa route. Il n'y a rien d'elle qui nous indiffère, dans la modestie même parfois des tentatives qui sont prendre. Féerie générale, c'est le livre dans lequel son système a explosé. C'est-à-dire là-haut, on avait travaillé aussi sur un autre livre qui s'appelle « Comment faire disparaître la Terre », qui précède celui-ci. Il y en a même encore un autre que je me suis procuré assez récemment. Congélation et décongélation et autres traitements appliqués aux circonstances. Maurice Nadeau, Mes vêtements ne sont pas des draps de lit. Maurice Nadeau, Comment faire disparaître la Terre, Seuil 2006. Et Féerie générale, L'Olivier 2012. Ça veut dire que 3e éditeur pour trouver le bon, quoi. Ça indique bien aussi quand on change un peu les trucs. Alors comment ça se présente, Féerie générale? Ça aussi, je vous ferai un petit scan immédiatement cet après-midi. Comment laisser flotter les fillettes? Comment laisser flotter les fillettes? C'est le début. Un jour en Europe, il y avait une petite fille. Et donc, vous voyez, vous désamorcez la question du nom. Un jour en Europe, temps, géographie, forme narrative du conte, il y avait, et éviction du nom. Une petite fille. Et c'est pas plus déterminé. Et puis quand vous arrivez, ensuite il y a Umberto Eco qui parle de qu'est-ce que c'est ces questions du « il y avait une fois » et « c'était une fois ». Alors elle met une distribution comme au théâtre, avec 2 points, et là il y a les prénoms. Roxane, Cheval, Mireille et Malcolm, Claude Lévi-Strauss, Umberto Eco, Tsutomu Miyazaki, les 4 fillettes de Tokyo, le futur mangaka, population japonaise. Ça veut dire que dans l'exposé de ceux ou celles qui seront les parleurs de son livre, on a des personnages réels, mais personnages. Prénom, Roxane, et puis on verra que cette Myrème est
la mère de Roxane, mais vous avez des personnages, Claude Lévi-Strauss ou Umberto Eco, qui sont des personnages réels. Plus un personnage qui, lui, sera là, Tsutomu Miyazaki, parce qu'il est simplement l'auteur d'un fait divers absolument répugnant à Tokyo. Donc il sera là par sa présence via le fait divers et les articles de journaux. Alors ce qui m'intéresse dans Féerie Générale, c'est d'une part que la fonction du prénom Roxane, dans une phrase classique, Roxane avait beaucoup de temps pour peindre, des heures et des heures pour perfectionner son art, préciser son dessin au crayon. C'est-à-dire que la transparence du prénom par rapport au geste, là d'où on est parti tout à l'heure dans Mève Lido, donc ce qui m'intéresse dans Emmanuel Pirer, c'est qu'on utilise peut-être un prénom, je connais des vrais Roxane, même plusieurs. On utilise une phrase avec verbe et situation, avait beaucoup de temps pour peindre, mais que ce qui est dit justement sur l'art de peindre, le fait qu'elle se consacre au dessin, fait que le travail de représentation est mis en abîme. C'est-à-dire qu'elle est celle qui, en permanence, le prénom est transparent parce que cette fonction de mettre en abîme ce qui est vu par le récit devient une double instance d'illusion. Pas développer plus, mais c'est ça qui fait le contraste avec Sairama, capitale de la préfecture de Saitama au nord de Tokyo entre 1988 et 1989. Tsutomu Miyazaki, alors âgé de 26 ans, tua sauvagement 4 fillettes de 4 à 7 ans, les mutila, les dépeça, et que l'horreur de ça devient aussi l'enjeu du livre, puisque les 4 fillettes vont revenir et devenir des personnages. Et que les 4 fillettes, on n'a pas besoin de leur nom, puisque leur nom a été tué et dépecé par celui qui garde son nom, mais qu'en revenant, bien, c'est la vengeance, c'est la mise à mort du tueur qu'effectue la littérature. Donc ce n'est pas des enjeux si neutres. Et puis, il y a des musiciens. James Brown, que s'était-il passé entre James Brown et le disco, l'histoire de James Brown, etc. Donc vous lisez James Brown de la même façon que vous lisez Roxane. Simplement, James Brown, c'est un personnage réel. Alors, est-ce que de lire, dans la continuité même du texte, un personnage réel comme James Brown change le statut de fiction du prénom qui est fabriqué pour le livre et qui s'écrit Roxane? Ce sont ces questions-là que je vais poser. Alors, comment entrer là-dedans? Et moi, finir enfin cette vidéo. Je vous avais dit l'autre jour, j'étais parti à cause de John Gardner et de ses exercices. Dans ce bouquin qui est typique du creative writing à l'américaine, où la personne qui a créé cette série, Now Write, edited by Sherry Ellis, cette Sherry Ellis, dans ce tome-là, s'intéresse à comment on enseigne le creative writing. C'est-à-dire, là, il y a une cinquantaine d'auteurs par là, peut-être moins, peut-être plus, c'est pas très grave, mais enfin, ouais, je dirais une quarantaine. Et à chacun, elle demande un exercice typique qu'il pratique, pourquoi il l'utilise, pourquoi il ou elle le considère comme typique, qu'est-ce qu'ils en attendent. Et du coup, chaque auteur répond avec un petit peu, là encore, un truc un peu provoque, un peu limite, un truc qui interroge le creative writing depuis cet exercice. Ce qui fait que ce bouquin sort un peu de la série. Et c'est là où il y avait cette remarque. Comment trouver le nom du chat? Alors là, moi, je parle des noms des personnages. Je ne parle pas de trouver le nom du chat. Mais c'est ce truc qui m'a mis en déclic. Alors, consigne, là voilà. Aujourd'hui, gamme 6, vous allez faire un texte qui sera uniquement composé de noms, de prénoms. Alignez 2 prénoms, et ils font quoi? Qui sont? Qui sont-ils? Qui sont-elles? Alignez des noms, un nom qui vous surprend. Et pourquoi il vous surprend? C'est-à-dire que j'ai aucune proposition à vous faire. Ça, je m'excuse, mais c'est ça, moi, l'enjeu sur comment vous allez parler des noms. Moi, j'ai mes petites fiches, il y aura des bouts de Malone, des bouts d'Emmanuel Pirer, ça suffira. Pensez simplement aux histoires que je raconte. Allez vous balader dans les livres qui vous entourent. Comment vient le nom? Bien, allez chercher des noms qui pourraient être des noms utilisables dans des récits, dans des livres.
Pour certains d'entre vous, il y a déjà des prénoms et des noms dans les textes. C'est votre 6e texte. Eh bien, reprenez donc les noms et les prénoms que vous avez utilisés dans les précédents textes. Et ces noms et ces prénoms, dites-en l'histoire. L'histoire et pourquoi vous les avez choisis. L'histoire et comment ils vous sont venus. Vous voyez, c'est un truc bref, c'est pas de dire je prends un nom, Didon et Aîné, et puis je raconte l'histoire de Didon et Aîné pendant tout l'espace du texte. C'est de dire, si vous avez 10 noms à l'intérieur de des textes que vous avez déjà écrits, eh bien, pour chacun, on va faire 2-3 lignes. Pourquoi c'est venu, comment c'est venu, à quoi vous pensiez, et toute l'écriture est retournée sur le nom. Il n'y a pas de nom, de prénom dans ce que vous avez déjà écrit. Eh bien, allez les chercher, inventez-les. Elle s'appellera Emma Bovary. Ça, on peut l'utiliser. Nom, prénom, suite de prénoms. 4 prénoms. Pam, pam, mais vous écrivez les prénoms qui vous viennent. Et puis là, vous amorcez. D'où ça vient? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Pourquoi j'ai choisi ça? Des noms de famille. Je veux inventer des noms de famille. Je choisis un nom, un patronyme pour un personnage. Il me vient quoi? Il me vient ce mot? C'est bizarre parce qu'à mesure que je parle, il m'en vient. Est-ce que c'est un nom réel? Est-ce que c'est un nom imaginaire? Est-ce que je suis allé le chercher? Alors, l'ami dont je parlais, qui a fait... vas-y, fais 10 fois sur Wikipédia, page au hasard. Ça te donne quoi, les 10 noms? Et ça donne quoi comme réflexion intérieure sur lesquels collent pour du livre, lesquels ne collent pas? Qu'est-ce qu'il nous donne comme étrangeté? Maeve Lido construit une étrangeté par son simple nom. Alors, on calme le jeu. C'est très, très vital pour moi que dans un cycle consacré au roman, on s'interroge sur comment je nomme des personnages ou comment des personnages s'imposent à moi avec leur qualité de nom. Parfois pas. Dans Daniel Colobert, il y a des il, des elle, des lui, des on. Il n'y a pas de nom. Les 2 exemples de Leslie Kaplan, il n'y a pas de nom. Manganelli, les 100 romans d'une page, il n'y a pas de nom. Et ce sera ça, gamme 6. Si j'ai qu'un nom à mettre sur le titre de mon livre, ce sera quoi ce nom et comment il me vient et pourquoi? Et si je prends des noms comme ça, des noms qui pour moi, ou des prénoms qui ne sont pas ceux de la réalité d'à côté, ou le nom de la personne qui travaille dans le bureau d'à côté, mais qui ont une possibilité, une potentialité narrative. Si je pars en quête d'un petit bouquet de noms qui ont potentialité narrative, là on va retrouver les Louis et Saboska dans Ballon de Meurt. Là on va trouver cette exploration. Et la petite question, trouver le nom du chat. Moi, j'aime pas les chats, ça m'indiffère les chats. Pardonnez-moi. Trouver le nom du chat. C'est déjà une question. Alors, trouvez le nom des petits bonshommes pour écrire. Ce sera ça, notre gamme 6. Et rassurez-vous, j'arrive vite avec la 7 pour redonner de l'enthousiasme aux troupes. Là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la cuisine, de la touillerie, d'un processus qui est vital, 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 et qu'il faut absolument éclaircir. Il faut lever le couvercle et voir comment ça marche. Et on est plusieurs dizaines à faire cet atelier. Ça ne sera jamais de la même façon que ça marche pour aucune d'entre vous. Et ça, c'est l'enjeu de cet exercice.